Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons Fleur Chéri. Et alors, vous revenez sur la pornographie, c'est votre sujet de bataille. Mais oui, mais je n'en sors pas du porno. Oui, aujourd'hui, on parle de perversité et de malveillance. Et il y a une tendance qui est en hausse, en particulier à cause du développement de l'intelligence artificielle. Il s'agit des deepfakes pornographiques. Alors, qu'est-ce que c'est un deepfake ? Concrètement, c'est ajouter le visage d'une célébrité ou de quelqu'un que l'on connaît sur le corps d'une actrice ou d'un acteur porno dans une vidéo. En plein zéba. Voilà, qui nous fait penser que c'est la réalité. Alors, il y a des gens qui peuvent regarder ça parce que ça leur plaît de voir Scarlett Johansson en petite tenue, et d'autres plus malveillants qui vont mettre le visage de leur ex sur un corps dénudé pour se venger et faire tourner ça dans l'université, dans le lycée, etc. On en avait beaucoup parlé l'année dernière lors des vlogs d'août de l'influenceuse Lena Mafouf, qui est suivie par des millions d'abonnés en France. Elle était tombée sur l'une de ses vidéos pornographiques avec son visage dessus, un deepfake donc. Elle a alerté sa communauté et elle est tellement influente aujourd'hui en France que c'est remonté jusqu'au ministre du numérique de l'époque, Jean-Noël Barrot, qui considérait que les deepfakes explicites étaient un angle mort du droit français. En fait, en France, il est interdit de diffuser des photos ou vidéos truquées, des photomontages, sans indiquer clairement la mention, le fait que c'est faux. Ce qui paraît normal d'ailleurs. Mais il n'y a pas de précision sur le caractère sexuel. Ça mériterait peut-être d'être plus sévèrement puni dans le cadre du ce qu'on appelle le revenge porn, par exemple, quand c'est vraiment à caractère humiliant. Bref, une des solutions pourrait être apportée du côté justement de l'intelligence artificielle, qui pourrait être à la fois le poison et l'antidote. Elle pourrait par exemple détecter les deepfakes. Aujourd'hui, la texture de la peau ou les micro-expressions humaines sont très difficiles à modéliser, et il est aujourd'hui encore possible de distinguer le vrai du faux. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas le même grain de peau entre le visage et le corps, c'est ça ? Voilà, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être sur le mouvement. On peut voir aujourd'hui que les mouvements faits par les robots ne sont pas aussi réalistes que lors d'une vraie vidéo. Donc on arrive encore à les détecter. Mais le risque à laisser l'intelligence artificielle jouer le rôle un peu de shérif, ce serait de créer une course à l'armement numérique entre les détecteurs, les gentils, les policiers, et les créateurs un peu plus malveillants de contenu. On peut aussi imaginer que l'intelligence artificielle serve à préserver certaines images, comme empêcher sur Facebook, c'est déjà le cas, qui empêche les bots de choper les visages sur les photos Facebook, ou encore anonymiser par défaut tout contenu où on ne connaîtrait pas vraiment la provenance de cette vidéo. On pourrait imaginer que l'intelligence artificielle demain serve à ça. Mais la solution aujourd'hui la plus pertinente pourrait se retrouver du côté de la blockchain. Alors la blockchain, c'est une techno qui permet d'identifier le propriétaire d'un contenu. C'est-à-dire que dès que vous publiez une vidéo pornographique via la technologie de la blockchain, le nom du propriétaire est intégré dedans, ce qui empêche la prolifération de contenus malveillants. Le problème de l'utilisation de cette technologie, c'est qu'elle oblige les plateformes et les créateurs de contenu, tout l'écosystème de façon plus générale de la pornographie, à évoluer technologiquement, et donc cela engendrait des ressources et des coûts pour cette industrie. Si aujourd'hui vous êtes victime d'un deepfake, c'est-à-dire que quelqu'un a mis votre visage sur un autre corps dans une situation compromettante, vous pouvez toujours faire appel à la plateforme de signalement gouvernemental Pharos pour vous aider dans vos démarches. C'est fou parce qu'on voit comment l'évolution des techniques nouvelles provoque beaucoup de malveillance, quoi. Ouais, puis de toute façon, les réseaux sociaux, c'est rapidement malsain, quoi qu'il en soit. Je suis bien d'accord. Ouais. Mais en même temps, quand on est soi-même victime, c'est un petit peu embêtant, quoi. Mais alors, si on veut faire un pont, je ne sais pas si ça vous intéresse, entre la perversion narcissique et ce qu'on est en train de dire. Je disais tout à l'heure, le pervers narcissique a intérêt de faire perdurer un monde de blabla. Et c'est quoi les réseaux sociaux, sinon un monde de blabla? Sur les réseaux sociaux, je peux dire, je suis champion du monde. Charge. C'est un monde de communication où tout le monde raconte sa propre narration sur sa vie, donc c'est un terreau fertile pour les narcissiques, c'est évident. On a remarqué lorsqu'il y a, par exemple, une rupture, il y a celui qui a quitté, qui a besoin de montrer qu'il est à nouveau entouré de plein de gens, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a une sorte de surenchère narcissique. Donc un conseil aux victimes de violences psychologiques: coupez les liens, bannissez cet autre, n'allez surtout pas regarder, parce qu'il y a des gens qui se font mal comme ça, ils vont regarder le statut Facebook et ils s'aperçoivent que l'autre s'affiche avec un mec ou avec une nana.
Oui, et puis il y a quelque chose d'assez pervers, enfin dans l'idée de la rupture avec une personne ou dans le deuil amoureux, c'est que quand on voit son ancien compagnon sur les réseaux sociaux, le cerveau ne sait plus trop faire la différence si c'est la réalité ou si c'est faux. Donc on se recrée des souvenirs alors que la personne n'est pas avec nous, en se disant ah bah oui, il est à cet endroit, il est à la plage, il fait ci, il fait ça, alors qu'on n'a pas du tout partagé ces moments-là avec lui. Ça peut nous faire cette impression aussi avec les stars, où on a l'impression de beaucoup les connaître, d'avoir une proximité avec elles, alors qu'en fait elles ne nous connaissent pas du tout, c'est juste nous qui les voyons tous les jours chez nous. Donc oui, le contact émotionnel via les réseaux sociaux, ça peut être un peu pervers. Un poison. Ben oui, mais ce qui est embêtant, c'est que de plus en plus, les très jeunes vont s'habituer à converser et à échanger virtuellement, tout le temps. Et ça crée forcément une manière de grandir différente. Je vais faire du yoga, et en attendant que la prof arrive, les plus jeunes, donc des jeunes d'une vingtaine, 20-25 ans, sont tous intégralement sur leur téléphone en attendant, et les plus âgés non. Mais si je dois quand même dire du positif là-dessus, par exemple, votre réflexion autour des pervers narcissiques, on la voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, elle est très présente. Je pense même que vous êtes leader presque sur ce sujet-là aujourd'hui. Et donc c'est vrai que quand on s'intéresse à ce phénomène, vous faites tout un travail de pédagogie qui est très accessible sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt positif. D'un point de vue publicitaire, c'est intéressant, oui. Oui, de toute façon, il faut prendre les nouvelles technologies du côté positif. Et c'est vrai que quand on cherche une information sur Internet, on la trouve tout de suite. Mais je l'avais dit formidable. hier, déjà dans l'émission d'hier, que j'avais, au sortir de mon livre, il y avait eu un tel engouement que j'avais voulu créer, alors je mets des guillemets, un groupe de parole, justement sur un réseau social. Et c'était devenu une foire d'empoigne où les gens s'insultaient. Donc je l'ai vite arrêté. Donc c'est pareil, là, si je veux un groupe de parole, il faut que j'aille physiquement dans une pièce où je vais rencontrer des vrais gens, avec un vrai modérateur qui sera là pour faire respecter un cadre. Vous mettrez le cadre. Donc, sauf qu'aujourd'hui, vers le concret, je le dis souvent. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui met le cadre. Alors, on voit ce que ça va donner. On est un petit peu au balbutiement de l'intelligence artificielle, à la fois dans sa législation et puis dans son application technique aussi. Ne perdons pas notre humanité, en clair, quoi. Bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours dans cette émission. C'est ce que nous essayons, oui. C'est pour ça que je finis souvent quand on reçoit des personnes en disant qu'est-ce qui vous fait envie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le concret, dans la réalité, vers quoi vous avez envie de vous tourner. Tournez-vous vers la vie. Et j'ai peur que les réseaux sociaux n'incarnent pas vraiment la vie. Pour moi, ça incarne plutôt la mort. Oui, c'est très partagé, c'est-à-dire qu'il y a des très belles choses qui sont possibles aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, même l'intelligence artificielle. Juste peut-être sur ma profession, ça peut me simplifier le temps. Ne serait-ce que écrire sur le digital aujourd'hui, j'ai plus besoin d'un correcteur derrière, je dis à ChatGPT, enlève-moi toutes les fautes d'orthographe, et puis j'ai un contenu qui est propre pour les réseaux sociaux. Je gagne un temps incroyable. Oui, comme ça, quand vous envoyez un SMS à un ami, vous faites des fautes. Voilà, et là il sait que j'ai mis moins d'efforts dans le SMS. Il y a un dictionnaire sur les... quand on envoie des SMS sur le téléphone. Oui, et qui prévoit, mais je plaisantais jusqu'à présent, vous ne m'avez pas envoyé un mail ou un SMS avec des fautes, Fleur Chérie. Ah, c'est vrai. Donc c'était une boutade et je ne voudrais pas que les gens croient que vous vous écrivez avec des fautes. Non. Mais c'est que mes proches amis, c'est quand je suis très très spontanée, je peux faire des fautes. Donc vous voyez mon nombre de fautes à ma proximité. On fait forcément des fautes. Oui, à l'écrit, mais en tout cas, non, mais ça change la vie de plein de gens en améliorant quand même, en perfectionnant aussi le quotidien. Et je trouve que c'est quand même des belles choses. Et comme tout nouvel outil utilisé par l'humain, peut-être comme la voiture à ses départs, ça crée un nombre de morts démesuré par rapport à un temps plus long où on va légiférer, avancer technologiquement pour sécuriser la voiture. Ce qu'il faudrait juste, c'est que les parents soient conscients des dangers de tout ça. Et il y a un problème générationnel où les parents ne comprennent même plus ce que font les enfants. Tout simplement de ne pas donner de téléphone à un gosse de moins de 12 ans, quoi. Moins de 12 ans, ça va être difficile aujourd'hui, Jean-Charles Bouchot. Non, c'est les réseaux sociaux. Oui, voilà. Alors, il y a une différence entre envoyer un petit SMS pour dire je suis sortie et leur donner un accès à un réseau social. Et d'abord, les parents veulent donner un téléphone à leur enfant pour savoir où il est et pour pouvoir. mais je vous assure.
Ouais, mais non, mais on en est là aussi parce qu'on est dans un désir d'emprise. Tiens, justement, pour revenir au sujet d'hier. Oui. Puis, je sais pas, on est aussi dans un autre monde. Il y avait aussi des enfants qui traînaient dans la rue dans les années 60-70. Aujourd'hui, vous croyez qu'il y en a plus? Ils se faisaient gronder. Vous croyez qu'il y en a plus aujourd'hui? Traîner, mais c'était pas méchant. C'est jouer au foot dans la rue. À Paris, beaucoup moins. Oui, il y a un confinement des enfants. Moi, je me souviens quand j'étais gamin avoir manqué une après-midi d'école. Je me rappelle plus pourquoi. Et un monsieur était venu me voir dans la rue et m'avait dit, mais enfin, tu devrais pas être à l'école. Ah non, mais je parle pas des enfants qui font l'école visionnaire. Je parle sur les week-ends. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était concernés. Les gens étaient concernés et participaient de l'éducation même du gosse qu'ils ne connaissaient pas. Aujourd'hui, personne ne se permettrait. Ah oui, c'est vrai, on se substitue pas à l'autorité parentale. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Oui. Bon, enfin bref. On va pas faire les vieux cons. Merci beaucoup, Fleur Chéry. Merci beaucoup en tout cas. Et je rappelle que vous êtes autrice d'une pièce de théâtre que l'on peut aller voir au Sud Paradise tous les jeudis. Ça s'appelle 5 à 7 sur le désir féminin. Exactement. Tout un programme. Voilà. Ça met l'eau à la bouche. Ah oui. Merci, Flore.